BIP, entretien du mois. Chaque mois, Brussels Information Press vous propose une analyse sur les sujets sociopolitiques, économiques ou culturels avec un ou plusieurs invités. BIP, entretien du mois, est un programme de Brussels Information Press. Bonjour à tous, je suis Christian Missiadio pour BIP Media. Nous sommes à Bruxelles dans le cadre des Journées européennes du développement et nous avons eu le plaisir de rencontrer le docteur Makita Alula qui est de passage en Europe, à Bruxelles, dans la capitale européenne. Bonjour docteur. Bonjour Christian. Alors vous êtes ici pour rencontrer des décideurs politiques, pour rencontrer un peu la diaspora, expliquez-nous. En tout cas, dans un sommet, un forum aussi important sur le développement je dirais pour l'Afrique, et je le vois dans un axe de développement pour les Congos, il fallait être là pour rencontrer pas mal de personnalités et les mondes des ONG et les compagnies qui ont des projets sur l'Afrique, déjà faire connaissance pour se connecter. C'était là vraiment le but de ma présence ici à Euro Development Days, les 2 jours qui sont en train de se dérouler. D'accord, mais nous allons justement faire connaissance avec vous. Donc vous êtes congolais, vous avez 57 ans, 58 ans 57, allant sur 58 dans quelques jours, le 10 juillet. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez un sacré parcours d'ailleurs. Vous avez travaillé dans des grandes sociétés comme Alcatel, Renault. Parlez-nous un petit peu, quel est votre background au niveau des études? En tout cas, au niveau des études, j'ai mon diplôme d'ingénieur industriel ici à Bruxelles, à l'ISIB, à l'Arrêt Royal. Après ça, j'ai fait un diplôme d'études approfondies à Nancy, puis mon doctorat à l'Université de Metz en pétrochimie. Et j'ai fait aussi un master en génie logiciel à Télécom Paris. Après ça, j'ai commencé ma carrière chez Alcatel Câble à Paris. Ensuite, j'ai été consultant à la Banque Société Générale. Puis, j'ai aussi été consultant pour la compagnie Renault Automobile, où je me suis occupé d'un périmètre de près de 1600 personnes pendant 4 ans, avant de m'envoler aux États-Unis. Alors, vous êtes très engagé en politique. Vous avez d'ailleurs créé le parti unique. Ce n'est pas une boutade, c'est vraiment le nom de votre parti. Mais comment, expliquez-nous un peu votre glissement de votre carrière de scientifique dans les grandes industries à la politique. Comment ce switch a été fait? En fait, ce n'était pas un switch brusque ou brutal de passage du monde scientifique vers le monde politique. C'est plutôt les jeunes, Georges Alula était déjà un militant, un combattant, dans les cadres de l'UDPS contre le régime dictatorial de Mobutu à l'époque. Donc ça m'a vraiment mis cette fibre politique que j'ai gardée et j'ai toujours été un membre actif dans les silences, dans l'IDPS, et ce qui fait que cette partie-là a pu prendre de l'ampleur et puis ressortir en créant les mouvements de l'unité congolaise, en sigle unique pour dire unité nationale et intégrité du Congo, pour défendre ce qui était menacé, c'est l'intégrité de notre pays. Donc je ne pouvais pas continuer à ne pas utiliser mon leadership et puis amener cet espoir de relève sur la classe politique congolaise. Donc vous venez nous expliquer que vous avez une filiation, on va dire, idéologique avec l'UDPS. Est-ce que pour autant le parti unique est dans la tradition du parti d'Étienne Tshisekedi? Est-ce que vous êtes un parti de gauche? Comment vous situez-vous au niveau de l'idéologie, au niveau politique? L'idéologie des uniques, c'est le pragmatisme rationnel. En fait, les Congos... Donc c'est plutôt centre-gauche? Centre-gauche, je dirais, puisque le problème, c'est que nous sommes dans une situation telle que... Excusez-moi. Il faut d'abord remettre les Congolais à la place pour pouvoir se fixer idéologiquement d'une façon assez ferme. La définition que vous donnez semble plus être en rapport, en phase avec nous, parce que nous pensons que ce qui est bon à gauche chez les démocrates ou à droite chez les républicains est bon pour les Congos, nous l'appliquons, nous l'intégrons. Vous citez l'échiquier politique américain. Vous êtes beaucoup plus influencé par la manière anglo-saxonne de faire de la politique ou bien plutôt celle qui est menée en Belgique et en France? Non, je dirais customisé, ça veut dire que adapté à notre mentalité. Et vous pensez que les Africains, les Congolais sont beaucoup plus proches d'une approche, d'une sensibilité politique américaine?
Non, je dis que l'idéologie de UNIC, c'est le pragmatisme rationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les années que nous avons passées à l'extérieur, que ce soit sur l'application de la démocratie dans les partis ou autour de nous, dans notre pays, c'est nous qui devons amener ce qui a été bien, ce que nous avons retenu de positif de notre séjour à l'étranger dans notre pays. Et c'est à nous de mettre ça sous la forme qui ne sera pas totalement calqué au système républicain ou américain ou européen. À partir du moment où nous devons tenir aussi compte des contraintes qui sont actuellement financières sur la possibilité soit de faire des primaires, la manière d'organiser les élections internes dans les partis, tout ça va se mettre en place en fonction des moyens, en fonction de la croissance et de l'avancement de la situation politique et économique dans notre pays. Mais nous allons appliquer ce que nous avons vu de positif, qui a surtout trait à la démocratie, pour que notre pays puisse retrouver la voie du développement. Parlez-nous un petit peu de votre parti. Quand a-t-il été créé? En quelle année? Et puis, je crois savoir que vous avez fait un bout de chemin avec Vital Kamerhe. Non, je n'ai pas fait un bout de chemin avec Vital Kamerhe. Je dirais que le fait de faire cette confusion entre Vital Kamerhe, qui est UNC, et UNIC, qui est né depuis 2004, c'est-à-dire pratiquement 6 ans avant que Vital Kamerhe crée l'UNC. La création de l'UNC, je voudrais juste faire une parenthèse. UNC, c'est le plagiat de UNIC. Pourquoi c'est un plagiat? C'est que Vital Kamerhe, c'est un bon stratège. Il a vu, j'étais membre de l'Union pour la Nation qui a défendu avec Jean-Pierre Bemba l'opposition en 2006 lors des élections de 2006. Je signale que j'ai été candidat à la présidence en 2006 avec les labels UNIC. Les couvertures des journaux sont là, les interviews de télévision sont là pour montrer à qui appartient le nom des UNIC. Et moi, j'appartiens au monde industriel. Il y a la propriété industrielle, la propriété intellectuelle qui doit être respectée. Et quand je vois que le président du Parlement, qui est le législateur numéro 1, va plagier le nom de notre parti, j'ai porté plutôt une plainte aux États-Unis contre l'UNC de Vital Kamerhe. Donc c'est cette confusion-là que la justice ne veut pas, puisqu'il n'y a pas de marque Coca-Cola ou Coca-Cola, parce que ce sont la propriété intellectuelle, elle est protégée. Et le Congo a signé cette convention pour respecter la propriété intellectuelle depuis 1963. Donc je dirais que si UNIC est né avec le nom Unité nationale et intégrité du Congo, c'est parce qu'en 2003-2004, nous avons vraiment le sentiment que le pays allait être balkanisé. Et dans ces cas, nous avions le devoir d'appeler à l'unité nationale pour défendre l'intégrité du Congo. Voilà la signification de UNIC. Et je souligne pour les sympathisants de UNC et de Vital Kamerhe qui me suivent, je pense qu'aller dans les projets, dans les statuts du parti de Vital Kamerhe, de votre parti, vous allez voir que le UNC s'appelait Parti du peuple pour le progrès, 4 fois P, quelque chose comme ça. Ça, c'est le nom du parti que Vital Kamerhe, sortant du PPRD, aurait dû créer ou se lancer là-dedans. Et là, c'est simplement dû au fait qu'avec la confusion de la question que vous m'avez posée, si j'ai fait un chemin avec Vital Kamerhe, une fois sur le terrain, nous allons mettre ce projet, ces problèmes entre les mains de la justice pour que UNC puisse reprendre sa vraie identité et laisser le nom unique qui est un nom protégé à cause du livre que j'avais publié aux États-Unis en 2009 et qui protège cette propriété intellectuelle sur le plan international. Si je vous ai bien suivi, l'existence de l'UNC et la personnalité de Vital Kamerhe ferait un peu de l'ombre à votre parti, si je vous ai bien compris. Combien de membres, justement, de combien de membres pouvez-vous vous revendiquer au niveau du Congo et même au niveau international? Au niveau international, comment vous pourriez essayer, en posant la question pour essayer de comparer le poids et peut-être de faire pencher aux gens les choix de dire que puisqu'ils ont 200 000 membres et que nous on est à 4, moi mes beaux-frères, ils ont le droit d'utiliser le nom de mon parti. Non. UNIC aujourd'hui est le premier parti politique congolais sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tous les Congolais qui sont connectés à la nouvelle technologie, ils savent qui est le parti UNIC. UNIC aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un réseau de plus de 60 000 followers, suiveurs de gens, un groupe de discussion et Panzamakita qui parle pour les comptes de UNIC. Et il y a plus de 40 000 personnes qui sont là. Regardez le Congo, nous sommes très peu connectés par rapport aux autres pays. Mais
tous les Congolais qui sont sur les réseaux sociaux commencent à savoir qui est Georges Alula. Je ne peux plus me promener à Bruxelles aussi librement comme je l'ai fait il y a 2 mois parce que je suis interpellé dans la rue. Beaucoup de gens attendent que je puisse descendre sur le terrain. On ne peut pas être au four et au moulin à partir du moment où le changement de la situation dans notre pays nécessitait un effort important au niveau de la diaspora que nous avions à pouvoir organiser. Donc nous avons cette mission qui va se transformer sur le terrain pour très bientôt. Oui, Monsieur Georges, on veut bien vous croire qu'il y a un engouement de la part du public des réseaux sociaux à vous soutenir dans votre engagement et dans votre action politique. La question est de savoir quelle est la représentativité de votre parti au niveau de l'échiquier politique. Au niveau de l'échiquier politique, UNIC est représenté dans différentes provinces du pays. Nous commençons à nous implanter fortement à l'est, au nord Kivu et au sud Kivu. Nous avons un bureau dans la province orientale, dans la province de l'Équateur. Nous avons un bureau dans les Bas-Congo et au Katanga. Nous avons une petite faiblesse au niveau de la province du Kasaï oriental. Au Kasaï occidental, nous sommes déjà présents. Et à Kinshasa, où on a un bureau national qui fonctionne depuis 2004, depuis la création d'UNIC. Combien de membres compte votre parti depuis sa création? En tout cas, je pourrais dire que nous avons dépassé les 2 000 à 3 000 membres au niveau de nos sympathisants et qui attendent que j'arrive sur le terrain. Et quand j'arriverai sur le terrain, le résultat va être beaucoup plus loin, beaucoup plus grand que ce qu'on peut calculer aujourd'hui. Et au niveau de vos actions et réalisations dans le cadre du parti, quelles sont-elles? En tout cas, en termes de réalisation, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons contribué ici avec l'UDPS dans la lutte pour l'Imperium, ici à l'étranger. J'ai moi-même été un des leaders au niveau des États-Unis pour la réclamation de la vérité des urnes. Nous avons fait des actions politiques en ayant des activités dans différentes villes. J'ai fait une conférence à Paris, je sais qu'ici je suis réclamé pour pouvoir les faire, mais la nécessité de pouvoir me reconnecter avec les milieux politiques belges au niveau de la Belgique et au niveau de l'Union européenne a nécessité mon silence et explique un peu en termes stratégiques le pourquoi on ne sort pas, je ne fais pas beaucoup de sorties parce que l'agenda est très chargé. Il est très difficile de fixer un agenda si on sait déjà que vous attendez un rendez-vous important. Si vous calez une date, ça réduit les chances de pouvoir se rencontrer avec ces personnes qui sont indispensables dans les circuits. Mais laissez-moi vous dire que Georges Alula, c'est lui qui a proposé la structure du Parlement congolais aujourd'hui, depuis Sun City, où je n'avais pas participé. Je dis qu'il faut faire une structure qui puisse répondre aux besoins des gens qui cherchaient le partage équitable et équilibré du pouvoir. C'était la recherche d'emploi. Et dans ce cas, je dis, y a-t-il 500 Congolais qui bloquent le retour de la paix au pays? Et à la réponse non, je dis, bon, créez un Parlement avec 500 membres, créez-nous une chambre sénatoriale avec 120 membres. Et cette solution a été implémentée. Et je dirais que j'ai donné beaucoup de solutions au gouvernement congolais, que j'ai toujours donné gratuitement. Personne ne m'a jamais payé $1. C'est pour montrer mon côté patriotique. Et aujourd'hui, moi je suis l'auteur du livre « Les génocides économiques ignorés au Congo ». C'est ce livre-là qui a fait les changements pour la compréhension des enjeux économiques sur le Congo. Et nous sommes porteurs d'un projet de 140 milliards d'un plan pour la reconstruction du Congo qui a été validé par le département du Trésor. Et l'Union européenne m'a fait venir pour que je puisse voir comment impliquer les entreprises européennes. C'est pour vous dire que les travaux, notre expertise que nous mettons à la disposition du pays commence à porter des fruits. Et je crois qu'ici, lors de ces sommets, j'ai été émerveillé en bien par des gens, des personnalités qui me reconnaissent et qui me disent qu'ils ont déjà entendu parler de moi et que on vous attend sur le terrain. Donc ça, c'est unique. C'est vraiment le travail pour un avenir très proche. Et une fois que nous décollons, ce sera une nouvelle République démocratique du Congo qui verra vraiment les jours. On va revenir dans un instant sur votre livre, notamment l'utilisation du terme génocide. Mais je voulais d'abord avoir votre avis sur la situation politique intérieure au Congo, c'est-à-dire on voit qu'actuellement le chef de l'État mène des consultations pour pouvoir voir un petit peu comment ils pourront s'organiser dans le cadre des prochaines élections qui auront lieu en RDC.
Mais dans le même temps, on voit aussi qu'on est en train de traverser une zone de flou, disons plutôt ce terme-là, dans la région où on voit que différents pays, tous les pays voisins, notamment le Burundi qui fait l'actualité à l'heure actuelle, sont plongés dans des manœuvres assez troubles concernant les élections présidentielles. Quelle est votre lecture de la situation régionale et peut-elle impacter dans la situation intérieure au Congo? Il y aura une conséquence indéniable, mais moi j'en appelle aux leaders de la région parce que on ne peut pas s'entêter contre un soulèvement populaire. Quand le peuple se soulève, on se transforme soit en assassin, puisqu'on a vu au Burundi ces images de policiers qui tirent sur des gens qui étaient contre le mur en s'échappant, qui n'étaient pas armés. C'est des images vraiment qui font trop mal au cœur. Et je crois que la tentative de pouvoir... les gens doivent se dire que si les coups d'État ou le soulèvement populaire n'a pas abouti au Burundi, ça ne va pas aboutir au Congo. Les gens vont apprendre par rapport à ce que le pourquoi de l'échec au Burundi pour que si n'importe quel pays fait sa tentative, que ça ne puisse pas échouer, que ça devait se passer comme au Burkina Faso. Alors, quel est l'intérêt de s'accrocher au pouvoir pour sortir de cette manière-là? Moi, je trouve ça vraiment déplorable. Et j'implore à tous les chefs d'État de la région qui sont tentés de pouvoir faire la démarche, de penser à leur famille, de penser aux familles de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, avant de devenir président, ils étaient quelque part. Il faut juste qu'ils se disent que je reviendrai un être humain. Je n'aurai pas besoin d'un jet privé parce que mes voyages, je ne serai pas invité partout. J'aurai les moyens que l'État va mettre à ma disposition en tant qu'ancien chef de l'État. Pour les membres de famille, ils n'auront pas à raser les murs ou partir en exil comme on a vu à l'époque de Mobutu. Donc tous ces gens-là doivent se dire qu'il faut regarder un petit peu les familles. Combien de gens mangent 5 fois dans la journée? Même si on est milliardaire, on ne mange pas 5 fois dans la journée. À tout exagérer, on peut manger 3 fois dans la journée. Donc, quelque part, ils doivent penser qu'il y a une vie après la présidence. Ils doivent prendre leurs précautions pour éviter de mettre le peuple dans la rue. Une fois que le peuple est dans la rue, ce n'est pas toujours le tyran qui s'en sort à bon escient. C'est ça la lecture que j'ai faite. Je dirais simplement, regardons ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Irak. Tout ça, ce sont des leçons qu'il faut tirer. Mais vous parlez des situations problématiques, on peut prendre le cas du Rwanda où la tendance, sans vouloir trop s'engager, semble plutôt être favorable au président Kagame qui, lors du précédent scrutin, avait été porté par des scores, on peut dire, staliniens. Vous ne pensez pas que justement là, ça peut être justement une autre interprétation? On peut voir que la situation ne va pas dégénérer comme au Burundi. Si la situation au Rwanda ne dégénère pas parce qu'il y a un État militaire, c'est-à-dire qu'ils savent comment mater la population, ils prennent les dispositions pour que quiconque qui bouge, Victoria Ingabire, qui était venu pour faire des élections, s'est retrouvé en prison. Ça, c'est l'exemple. Maintenant, des hommes beaucoup plus forts que Kagame sont tombés. Qui est Kagame vis-à-vis de Kadhafi? Ou à la limite, Blaise Compaoré. On peut imaginer des choses. Est-ce que Kagame était plus fort que Mobutu? Donc, un plus petit est venu renverser Mobutu. Donc, moi, je pense que Paul Kagame a construit le Rwanda et cité un exemple dans beaucoup de forums parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Si on regarde l'origine des ressources, je n'en discute pas, que c'est sur le Congo qu'il a alimenté. Maintenant, en ayant fait cette base-là, quelle est la connerie qui va pousser Paul Kagame à transformer les Rwanda Kigali avec un génocide que personne n'a nié, d'en faire la Syrie? C'est-à-dire, imaginez si Hafez el-Assad savait que son pays allait être détruit à ce niveau-là, que ce soit les Américains, les Occidentaux, envoyer des armes aux rebelles, créer l'État islamique. Nous devons penser un petit peu à l'avance, faire les risques management, l'analyse des risques. Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver à ma femme? Peut-être elle sera sauvée. Mon cousin, mon neveu, qu'est-ce qui peut leur arriver? Tous ces gens qu'on tue comme des mouches, c'est quand même des êtres humains. Paul Kagame a fait un travail, s'il veut rester dans l'histoire. À la fin de son mandat, il doit partir. À la fin de son mandat, il doit trouver quelqu'un à l'intérieur ou à l'extérieur du pays qui peut lui garantir, ou à la limite on n'a pas besoin de les garantir, c'est la Constitution qui lui garantit la vie après la présidence. Mais si vous faites un sondage pour récupérer 2 millions de signatures, faire croire au monde entier que oui, nous avons 2 millions de signatures et que le peuple rwandais a décidé, je m'excuse, mais c'est un autre arrêt une autre option que vous prenez et c'est une très mauvaise option.